Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Caracezeli, le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa, et le politiste Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les ambitions des Insoumis à Lyon, la défaite de Laurent Wauquiez et le rapport sur les frères musulmans. Alors on le dit autour de cette table depuis des mois, on l'a même écrit dans notre magazine, mais ça n'avait jamais été vraiment officiel. Oui, la France insoumise a les moyens de préparer des listes pour se présenter dès le premier tour aux élections municipales de Lyon, et elle compte le faire, en tout cas c'est ce que Manuel Bompard en personne a annoncé cette semaine en marge d'un meeting à Villeurbanne. Le coordinateur national de LFI a sommé ses troupes de se préparer à partir seules et n'ouvre la porte à un accord avec les écologistes et le reste de la gauche que s'ils se retrouvent dans des discussions programmatiques. Alors Raphaël, est-ce que ça veut dire que Grégory Doucet et Bruno Bernard vont devoir faire beaucoup de place à la fois sur leur liste et dans leur programme ? Si LFI présente des listes autonomes, non, du coup ils ont moins de place à faire. Je pense qu'on est sur un jeu classique. On sait déjà qu'il y aura une deuxième liste à gauche puisque Nathalie Perrin-Gilbert est partie et que personne ne la retiendra. Donc il y aura déjà au moins deux listes. Il y aura probablement une liste de centre-gauche, parce que autour de Képénékian, Kimmelfeld. Donc après, pour une troisième, voire une quatrième liste, parce qu'on parle aussi du socialiste, il n'y a pas tant d'espace que ça, avec quand même un effet pour le sortant. Donc pour LFI, c'est logique de montrer les gros bras maintenant, au moment où ils en sont à négocier. Puis je pense que leur enjeu, ils ne sont pas à Lyon. Ils sont plutôt sur d'autres communes, donc ils ont intérêt à jouer le rapport de force maintenant. Mais plus on va se rapprocher de l'échéance, plus finalement c'est peut-être les écologistes qui seront en situation de force dans la discussion, parce qu'il vaut mieux les rejoindre et être bien placés en gagnant avec eux que peut-être prendre le risque d'être en dessous de 10, voire de 5%. Romain, vous n'y croyez pas non plus à ce coup de pression de LFI ? Non, j'y crois toujours pas. J'ai jamais vraiment cru. On voit pas du tout qui ils enverraient. On voit pas du tout s'ils étaient obligés. Si Grégory Doucet leur disait bon allez-y, faites votre liste, on verra entre les deux tours. Ils feraient comment pour trouver 270 noms qui mettrait en tête de liste, tout ça c'est. Et puis même effectivement Manuel Bompard qui a l'air de dire oui. Alors c'était énorme quand il disait sur le plateau. Oui, alors je comprends pas parce que là c'est terrible. Il manque la gratuité pour certaines personnes dans les cantines scolaires. Donc on peut pas faire d'accord avec les Verts, c'est impossible. Vraiment, on sentait qu'il y avait quand même rien du tout de politique derrière cette posture de on va y aller de notre côté. Et d'ailleurs, en fait, je pense que ils mettent pas vraiment de pression parce qu'on voit pas quelle pression ils mettent. Et en plus, je pense que Grégory Doucet, il se dit il y a aucun problème s'ils font leur liste au premier tour. Ah bon ? Aucun problème. Je pense que c'est ils seraient contents, je pense, les Verts, de pouvoir discuter avec quelqu'un parce que pour l'instant ils peuvent pas discuter. Ils essaient de dire mais on peut parler avec qui ? Et ça, ils n'avaient rien depuis un an. Et donc là, ça doit se dessiner. Mais je pense qu'ils n'ont aucune inquiétude à y aller chacun de leur côté. Et parce qu'ils pensent bien sûr qu'ils seront au-dessus de LFI. Alors vous le dites, effectivement, c'est sur le social que tendent les échanges programmatiques à venir entre insoumis et écologistes. Et il y a notamment cette marotte, la gratuité des TCL auquel tiennent beaucoup les insoumis. Alexandra, si on partait vers un second mandat avec une teinte plus violette que verte, est-ce que ça serait un danger pour l'agglomération selon vous ? Je ne sais pas si ce sera un danger, mais c'est surtout que LFI se sent pousser des ailes, à juste titre, puisque les résultats des dernières législatives leur ont un peu donné des gages. C'est-à-dire qu'on a vu une partie de l'électorat des Verts se déporter sur l'électorat LFiste. Et puis, on a quand même un certain nombre d'indicateurs dans l'actualité de ces dernières semaines. On voit que les associations, notamment, qui sont marquées très à gauche, de défense des sans-abri, des migrants, etc., font de plus en plus d'opérations pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils ne sont pas contents des politiques qui sont déployées à l'échelle de la ville et de la métropole, et demander à ce qu'il y ait une barre à gauche et des signaux très forts qui soient envoyés. Donc ça, et d'ailleurs c'est monté ça a pris de telle proportion qu'il y a même eu le domicile
profil de Bruno Bernard qui a été visé, il y a eu des pressions très graves qui ont été exercées. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement qui est très fort au niveau local, qui est logique à une année préélectorale. Mais en même temps, Europe Écologie Les Verts, ils sont surtout prisonniers de leur stratégie nationale. C'est-à-dire que dans un sens, au national, ils disent il faut donner des gages, on continue à travailler avec LFI, bras dessus, bras dessous, et on essaie de rattraper l'aile du PS qui est encore un peu compatible avec nous. Donc ils sont un petit peu là-dedans, ils ne peuvent pas non plus marquer une rupture très forte. Donc Grégory Doucet va être un petit peu pris entre peut-être un Jean-Michel Aulas qui va arriver d'un coup et qui va essayer de s'instaurer sur le centre de l'échiquier, et son aile gauche qui est quand même malgré tout son poids électoral le plus fort. Farid, ça fait nous des mois qu'on parle d'autres villes pour lesquelles LFI a de fortes ambitions, voire davantage de chances de gagner. On peut les rappeler. Vénissieux, Vaux-en-Velin, Saint-Fond et Villeurbanne et Givors. Et Lyon, alors, est-ce que... Mais ils vont lancer des listes. Ils n'y croient pas, il va y avoir des listes au premier tour, obligatoirement. Ils ne savent pas négocier. Ils l'ont prouvé la dernière fois, ils n'avaient pas d'élu vice-président. Il y a très peu d'élus de France Insoumise. Si Laurent Bosetti, c'est quelqu'un de la France Insoumise... Moi, je suis danseur au Bolstoy. Ils n'avaient pas de candidat en 2020. C'était Nathalie Perrin-Gilbert qui portait les couleurs. Ils s'étaient mélangés, ils ne savent pas négocier. Donc ils vont balancer des listes dès le premier tour pour pouvoir arriver. Eux, dans leurs négociations, c'est pas normal qu'ils aient moins d'élus que le PCF. Pour eux, c'est pas normal qu'ils n'ont pas été représentés, donc ils vont balancer partout. Et après, tu dis qu'il n'y a pas assez pour 210, eux, ils ont des militants. Ça n'existe plus les autres partis qui ont des militants. La France Insoumise a des militants, ils ont des personnes qui les soutiennent. Leurs scores sont plus qu'honorables dès qu'ils se présentent. Jean-Luc Mélenchon, il suffit de voir les scores qu'il a fait à Lyon, sont super importants dans le 3e, dans le 7e, dans le 9e, dans le 8e. Ils vont se lancer partout. Et la négociation, ils la feront au second tour. Tu penses qu'ils ne seront pas au second tour? Ils seront au second tour dans beaucoup d'endroits. Et ça fera la bascule. Ils ne seront pas devant. Ils s'en foutent d'être devant, ils n'ont pas d'élus. Entre 0 et en avoir après, ils s'en foutent. Eux, ils ne sont pas là dans une négociation, on va perdre une ville. Ils en ont pas. Je ne dis pas des choses très différentes. Il y a 2 tours à une élection municipale. Moi, je parlais de Grégory Doucet. Le danger au premier tour, c'est d'être devancé par un de ses partenaires. Aujourd'hui, ce danger, je pense que la seule qui peut l'incarner, c'est Nathalie Perrin-Gilbert. Si tout le monde se rangeait, toutes les alternatives se rangeaient derrière elle. S'il y avait une liste en fait de l'ancien PS qui irait de... On en a parlé à un moment donné, de Kepenekian, Kimmelfeld, aller jusqu'à LFI, puisqu'en fait tous ces gens étaient socialistes à un moment donné, et se rassemblaient derrière une figure, et Nathalie Perrin-Gilbert... Mais avant, on parlait tout le temps de Sandrine Brunel. Maintenant, on ne parle plus jamais de Sandrine Brunel, alors du coup je ne crois pas qu'elle soit partie pour fédérer ça non plus. En tout cas, il y a des retournements incroyables ici. En tout cas, la seule menace, ce serait une candidature comme ça qui arriverait à fédérer une dynamique plus forte que celle des écologistes. Ouais. Sur le premier tour, on ne la voit pas émerger, donc je ne pense pas que ce soit un danger. Le vrai danger, si je parle de Lyon, la situation elle va être différente évidemment, en particulier à Vénissieux, à Vaux-en-Velin aussi. Je pense surtout Villeurbanne, je pense moins. Mais en tout cas, à Vénissieux, Vaux-en-Velin, peut-être à Saint-Fond, peut-être aussi. Même sûr à Saint-Fond. C'est des endroits où une liste LFI non seulement a des chances d'être présente, mais pourrait passer devant, pourrait incarner une dynamique plus forte que la mairie sortante. À Lyon, je trouve que ce n'est pas le cas. Leur vrai problème, c'est le 2e tour. Et leur vrai problème, c'est aussi les considérations nationales. Eux, ils sont la force, c'est comme ça, ils aiment bien se présenter. On arrive à discuter avec tout le monde à gauche, on est les seuls à pouvoir discuter avec tout le monde. Donc ils veulent rester dans cette posture-là. Et puis pour le 2e tour, ils ont quand même intérêt à pas apparaître trop divisés, que ça laisse pas trop de traces. Donc s'ils peuvent faire l'union dès le premier tour, ils préféreront. Oui, ça leur permettra mais ils ne vont pas le faire à Lyon dans des situations trop compliquées. Pour moi, c'est impossible qu'ils fassent l'union pour une raison. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Parce que là, on arrive avec un front anti-LFI sur la gauche. Le PS, que ça soit fort aujourd'hui ou que ça soit son autre équipe, là, ils ne veulent plus faire d'accord directement avec la France Insoumise. Et le problème, c'est qu'ils pèsent à Lyon aussi, le PS. Ils sont costauds. Hein. Hélène Geoffroy. Non, je ne pense pas Hélène Geoffroy, je pense Runel, etc. On reparle de Runel. Je pense ils reprennent des couleurs. Voilà, ils reprennent des couleurs. Je pense qu'ils ont la capacité d'être même devant les écolos. S'ils veulent se mélanger avec le PCF, avec Place Publique, Glusman, je ne sais pas qui, ils seraient capables d'être devant. Je pense qu'on peut se retrouver facilement au premier tour avec 4, 5, 6 listes de gauche au premier tour. Et Aulas, pour lui, c'est un boulevard après, derrière. Mais ça peut être vraiment compliqué. Mais la France Insoumise, ils vont partir. Ils s'en foutent.
ils vont partir et ils négocieront après le second tour. Ils négocieront avec qui? Ils peuvent négocier qu'avec les écologistes. Parce que l'autre partie du PS ne voudront pas faire accord avec eux et ça ouvrira complètement la porte aux équipes de Aulas, etc. Moi, je le vois comme ça avec un peu de recul. Et LFI veut des élus. Et LFI veut des places pour ses cadres, ce qu'ils peuvent avoir. Ils veulent des mairies d'arrondissement. Ils sont trop chers. Ils sont trop chers aujourd'hui. Et leur valeur, est complètement décrédibilisée pour Doucet ou pour les en disant non, vous ne méritez pas d'avoir le 8e, vous ne méritez pas d'avoir le 9e, vous ne méritez pas de ci ou ça. Non. Et donc, on verra ça au second tour. Si je peux me permettre. Oui, permettez-vous, vous êtes un peu le chef après tout. Il faut se rappeler que les négociations pour les places, les listes à Lyon dépendent des négociations à la métropole, qui elles-mêmes aussi dépendent de Villeurbanne, de Vaux-en-Velin. Et si LFI fait la chasse aux socialistes et aux communistes dans ces villes de l'Est lyonnais, de la première couronne, ça va être difficile de pouvoir faire une alliance sur Lyon et que tout le monde se retrouve parce que de l'autre côté du Rhône, tout se passe bien. Mais ce n'est pas des élus, c'est pas des mairies sortantes écologistes. Donc finalement, pour Bruno Bernard, qu'il y ait une liste LFI qui l'emporte à Vaux-en-Velin ou que ce soit Hélène Geoffroy, avec toute l'affection qu'il a pour Hélène Geoffroy, ça ne change rien pour lui. Bon, si, parce qu'il va quand même faire une alliance au métropolitaine, il ne peut pas faire d'alliance avec les deux. Aujourd'hui, les deux sont dans sa majorité. Voilà. Et au niveau municipal, on a toujours vu des alliances qui allaient plus large que ce qui se passait au niveau national. Des sacrifices pareils. Quel sacrifice? On sacrifierait Hélène Geoffroy au profit d'une alliance à Lyon. Alors ça, c'est pas lui qui va décider, ce seront les électeurs. Donc, parce que Hélène Geoffroy, il y aura une liste qu'il va faire lui dans la circo. Il verra bien Hélène Geoffroy qui va l'emporter au municipal. Il y aura deux listes. Et sa liste à lui. Mais les scrutins sont en même temps. Voilà. Ah oui, par contre, effectivement, peut-être qu'il devra faire un choix. On part tous de l'hypothèse qu'ils seront en même temps, mais si la loi PLM passe et elle risque de passer, vous avez vu le Sénat quand même, ça c'est pas super. Oui, mais troisième lecture à l'Assemblée nationale le 3 juin. Attention. Non, pas du tout, elle n'est même pas encore entrée au Sénat. Le première lecture au Sénat le 3 juin. L'Assemblée nationale, c'est au mieux en septembre. Au mieux. Non, c'est passé. Mais tellement pas. En commission. Mais tellement pas. C'est passé en commission, ça a été rejeté. La discussion au Sénat commence le 3 juin. Et je peux vous dire qu'avant que ça revienne. Après, ça veut dire CMP en juillet. Avant que ça revienne à l'Assemblée nationale, les gars, on sera tous grands-pères. Même. Ouais. Non. On peut tenir le pari, la loi PLM, elle va passer. Je te le dis, on a... Ah oui, je vous le dis, on tient le pari, c'est parti. En tous les cas, si elle passe, ça veut dire qu'on ne pourra pas tenir les 3 scrutins le même jour, je le redis. De toute façon, même si elle passe, Lyon sortira. C'est sûr. Même si la loi PLM passe, elle ne passera jamais, Lyon sortira de la loi PLM. C'est 100% sûr. Mais ça veut dire que quand même, en termes de stratégie ouverte sur la table, s'il y a une option qui consiste à changer le mode de scrutin et qui oblige le troisième scrutin à décaler de 3 mois, ça veut dire qu'il y aura des incidences très fortes sur toutes les négociations qui sont en cours sur la table. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué, parce que là, tout le monde joue avec des coups de billard à 10 bandes, selon les scénarios possibles, imaginables, et c'est ce que vous avez très bien décrit, selon qui va se rallier derrière qui. Moi, je pense qu'ils sont piégés. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que... C'est-à-dire la France insoumise, les écologistes, pour moi, c'est les écologistes qui sont piégés, puisqu'ils se retrouvent automatiquement à devoir être neutres sur Vénissieux, sur Vaux-en-Velin, donc avec le PS, ça, ils sont obligés. sur Vénissieux avec le PCF, ils se retrouvent en fait coincés. Ils ne peuvent pas prendre fait et cause pour la France insoumise, ni pour le PS. Donc ils vont être obligés de lancer leur propre liste au premier tour et de ne pas avoir d'accord. Ce qui entraînera la même chose sur Lyon automatiquement, puisque les autres disent tu ne me suis pas là, je ne vais pas te suivre là-bas. Donc ça va lancer des listes des deux côtés. Et après, ils vont être obligés de se compter. Et je pense qu'une élection sans Covid des écologistes, ça ne va pas être la même. Donc les chiffres, le PS peut être devant eux. Et la France insoumise ne voudra pas se mettre avec le PS. Et ça va faire des histoires à 14 bandes de tous les côtés. Et là, il y a Sandrine Renel et Béatrice de Montilly. C'est quand même mieux, c'est que ce scénario-là. Celui de Raphaël, là. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet. Mais avant ça, Romain, ça vous est déjà arrivé d'être visionnaire et d'avoir eu raison? Le coup bas. Rarement. La loi PLM va passer, quoi. Quand ça arrive, c'est net. Très bien. Allez, on fait un virage à 180 degrés, on passe de l'autre côté de l'échiquier politique. Dimanche soir, Laurent Wauquiez a connu une importante défaite face à Bruno Retailleau dans le cadre de la présidence des Républicains, avec seulement un quart du vote des militants. L'ancien président de la région va avoir du mal à imposer ses idées et ses poulains à droite. À Lyon, est-ce que ce revers sonne par ricochet le glas des ambitions de Pierre Oliver au profit de celle de Jean-Michel Aulas, qui est lui plébiscité par les lieutenants locaux de Retailleau, Béatrice de Montilly ou Gilles Gascon? Alexandra?
Ce qui est certain, c'est que effectivement, ça rend les choses encore plus difficiles pour Pierre Oliver. C'est-à-dire que le jeu était déjà compliqué, mais là, il se complexifie pour lui. En même temps, tout le monde s'accordait à dire que de toute façon, c'était qu'une question de temps et que s'il y a candidature de Jean-Michel Aulas, on parle quand même toujours au conditionnel, il y a quand même de fortes chances que Pierre Oliver se rallie et soit contraint de le faire. Après, l'enseignement de dimanche se traduit effectivement dans le Rhône, où Bruno Retailleau a gagné avec 56% des voix. Et effectivement, c'est traduit de manière très concrète avec la nomination de Béatrice de Monti en tant que secrétaire générale adjointe. Donc elle prend du galon dans le parti, ce qui lui donne beaucoup de visibilité. Au niveau national, il faut préciser. Au niveau national, bien sûr, ce qui lui donne aussi de la visibilité. Et ça la remet dans le jeu, en tous les cas, dans un scénario où certains l'avaient peut-être enterré un peu. Elle repasse devant Pierre Oliver, selon vous ? En tous les cas, elle revient bien aux manettes et en tout cas bien positionnée. Alors, elle avait été aussi nommée quelques semaines avant, je crois, porte-parole du mouvement Nouvelle Énergie. Voilà. Enfin, en tous les cas, elle s'inscrit un petit peu plus dans le champ politique. Dans la direction rapprochée de la nouvelle direction qui a été annoncée hier de Bruno Retailleau. De Bruno Retailleau, voilà, c'est ça. Secrétaire général adjoint. Et les secrétaires généraux adjoints. En même temps, Secrétaire général adjointe, oui, c'est ça. Personne Vous n'écoute n'écoutez pas ce que Alexandra. je C'est dis. quand même incroyable, ça, pour C'est Alexandra. ça, c'est ça. Moi, je vous écoute. Elle est Merci. Bruno Retailleau compatible, en même temps, elle est David Lisnard compatible. Ah bah oui, quand même, plus. elle avait une grosse largeur par rapport à Oliver qui est compatible avec lui-même, quoi. Donc ça va être plus compliqué. Largeur. En tout cas, elle fait effectivement un travail de terrain, elle s'inscrit dans un travail de terrain qu'elle a Aussi, entrepris depuis longtemps, on en a souvent parlé ici. Donc effectivement, après, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la décision de Jean-Michel Aulas et de la vision qu'il a de la liste qu'il va vouloir conduire. Est-ce qu'il va vouloir y agréger des politiques, des hommes et des femmes politiques, ou est-ce qu'il va vouloir conduire une liste société civile ? Tout ça, pour l'instant, c'est pas du tout clarifié et ça va forcément avoir des incidences très fortes. C'est-à-dire que tout le monde s'est rangé derrière lui, mais pour l'instant, on ne sait pas quel est le potentiel projet. Ça, c'est la première fois que je l'entends, moi. C'est une liste 100% société civile avec aucun élu de droite ou macroniste. En Juste tous les cas, Alexandra, ça fait à la partie tête. Absolument pas, mais ça fait partie, en tous les cas, Directrice de campagne, pardon. des choses qui sont sur la table. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on incarne le renouveau ? Et pour incarner le renouveau, comment on fait ? Est-ce que ça passe par une représentation de la société civile ? Donc faire une Doucet 2020, comme on dit dans le jargon. Peut-être. Raphaël. Mais, là-dessus, il n'aurait pas forcément tort, parce que pour l'emporter, il faut qu'il arrive à faire campagne quand même à gauche. C'est pas du tout évident sur son début de campagne, qui est Jean-Michel Aulas, qui est quand même, pour le coup, que sur des indicateurs à droite. Alors, peut-être que c'est malin pour obliger un peu la droite à se ranger derrière lui, mais à un moment donné, il faudra changer, parce que s'il fait campagne sur les embouteillages, la circulation, la voiture, là, même sa dernière déclaration trumpienne de « je céderai mon salaire, je suis milliardaire, moi je suis riche, j'ai pas besoin d'argent, je céderai mon salaire à des associations », comme Trump, je ne suis pas sûr que ce soit des indicateurs qui amènent sa campagne sur le centre-gauche. Les indicateurs que vous évoquez, perdu, c'est avant tout ce que les Lyonnais demandent aujourd'hui. Donc peut-être que pour une fois, quelqu'un qui écouterait les Lyonnais et qui s'attacherait à résoudre les problèmes de leur quotidien plutôt que des choses stratosphériques, je ne suis pas sûr que les Lyonnais demandent plus de voitures, mais... Non, mais par contre, ils demandent moins de bouchons, ça c'est une certitude. Oui, je ne suis pas sûr que celui qui fera campagne que sur ce thème-là. Voilà. Ouais, je ne suis pas convaincu qu'une campagne se gagne sur ce terrain-là. D'autant qu'il a réaffirmé le fait que lui, il était favorable à la transformation de la ville, c'est-à-dire une ville qui se piétonise, une ville plus agréable, mais pas dans les conditions qui sont aujourd'hui déployées. Oui, les candidats de droite sur ces sujets-là, on a quand même du mal à comprendre. Là, cette semaine, c'était sur la ZFE. Ils étaient tous très attachés à la ZFE pour demander son abrogation complète parce que c'est pas possible. Ils sont pour la transition, mais pas pour faire des pistes cyclables. Si je peux me permettre, vous avez glissé. On parlait de Jean-Michel Aulas, on ne parlait pas des candidats de droite. Là, de manière générale. Après, pour répondre sur Pierre Oliver, qui était la question de départ, oui. Je pense que Pierre Oliver, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est comme Nathalie Perrin-Gilbert, c'est un animal politique. Il ne cédera à rien parce que son existence quelque part en dépend aussi. C'est pas dans la. Il est encore jeune. Il est encore jeune, mais lui, quelque part, jeune animal. Et comme Nathalie Perrin-Gilbert, il construit quelque chose aussi sur son nom, sur son identité. Il a besoin d'être présent dans des campagnes électorales. Donc, quoi qu'il arrive, et puis il a fait l'impasse déjà des législatives, il a besoin d'être tête de liste, au moins à minima tête de liste dans son arrondissement. Et peut-être qu'effectivement, pour un Aulas, c'est un peu cher de prendre un Oliver parce que ça
c'est un marqueur de droite. de droite dans une campagne qui devra recentrer. Donc c'est possible qu'il y aille quoi qu'il arrive. Alors que tous les autres, en fait, ont déjà dit qu'ils se rangeraient derrière Jean-Michel Aulas. Donc tous les autres, finalement, sont quantité négligeable. Pierre Oliver, lui, il va compter. Farid ? Moi, je pense que tous les cadres LR, Modem, Horizon, tout ce qui peut être du centre droit jusqu'à la droite la plus catho, ils vont tous se ranger derrière Jean-Michel Aulas sans aucun problème. Par contre, je ne crois pas à aucun moment que Aulas ne fera une liste que citoyenne. Il fera une liste avec des citoyens, mélangée avec beaucoup de politique, et les citoyens auront un marqueur de gauche, justement pour pouvoir un peu prendre de tous les côtés, des membres associatifs qui ont été mis de côté, des gens de quartier, de Vez, du 8e. Ils commencent déjà à chercher, hein, parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté en me disant qu'il y a telle personne qui les a appelés, etc. Donc je pense qu'il va avoir une liste qui sera... On ne sera pas trop où on sera, mais on ne pourra pas lui dire non, tu n'es que de droite, ou tu n'es que de gauche, ou tu n'es que du centre, parce que ça va être tellement une charchouka, si on peut dire, que... Il va y arriver une charchouka. Tu prends beaucoup de légumes, beaucoup d'huile, tu fais frire longtemps, et après, beaucoup d'ail et d'oignons, et après, tu pries pour que ça soit bon. C'est ça, le charchouka. C'est ça, à la fin. Tu sais même pas c'est quoi ta recette, mais à la fin, il faut que ça soit bon. Et il est Macron compatible, il peut... les gens populaires, soutien de foot, je pense qu'il va aller loin. Et Oliver, son problème, c'est qu'il s'est mis en guéguerre avec les soutiens d'Aulas, la génération Aulas, qui lui foutent en l'air ses pavés. Il peut se retrouver avec un candidat en face de lui dans le 2e arrondissement avec la tête d'Aulas à côté de lui. Et s'il perd le 2e arrondissement, je pense qu'il perd tout. Donc je pense qu'il ne va pas aller super loin dans le combat. Je pense qu'il essaie de négocier au plus cher sa place. Et je le comprends. Je négocierai à peu près comme lui. Mais à un moment, il faut vraiment qu'il revienne dans une forme de giron ou qu'il y aille tout seul, mais qu'il le dise. Et je ne pense pas qu'il puisse monter des listes partout, surtout en ce moment. Parce qu'à l'époque où il avait un peu le vent derrière lui, il pouvait se dire potentiellement je peux faire quelque chose. Mais là, ils se disent les autres, toi, tu n'as aucune chance de gagner. Pourquoi je vais me griller pour le reste de mon existence avec toi? Donc ils vont se mettre derrière. Donc à un moment, il va être obligé de négocier. Enfin, s'il réfléchit, quoi. Romain ? Oui, vous avez fait une remarque, Alexis, sur ma capacité de voyance et de prévision politique. Analysons alors. Oui, et là j'ai été bien content parce que effectivement la défaite de Laurent Wauquiez, ça m'a sidéré. En tout cas, oui, ça m'a sidéré, y compris, qu'il perde en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Rhône, donc dans sa région. Ça, vraiment, ça veut bien dire que je n'avais pas du tout compris comment les militants, les Républicains allaient réfléchir et allaient préférer si nettement Retailleau. Et je pense qu'effectivement, Pierre Oliver, pendant toute cette campagne, il se disait, on va peut-être perdre, mais pas aussi nettement. Et ça a dû être un choc incroyable dimanche quand il a vu combien Retailleau était haut et combien est-ce que ça voulait dire pour Béatrice de Montijo. C'est-à-dire effectivement quand même tout d'un coup pour Béatrice de Montijo un soutien national et elle-même une présence au national qui va lui permettre de parler au vrai grand chef des Républicains. Et donc ça va évidemment mettre en difficulté, très grande difficulté, Pierre Oliver, qui est déjà en difficulté à cause de ce qu'on a dit sur Aulas. Le seul truc, c'est que Béatrice de Montijo... le truc de Aulas, je crois que la stratégie de Aulas, c'est de dire moi les gars, j'attends que tout le monde se rallie. Une fois que tout le monde se sera rallié, j'irai. Mais je veux pas commencer à dire que je suis candidat et après être en tractation, tous ces trucs-là. Et grosso modo, c'était aussi la stratégie de Béatrice de Montijo en disant voyons un peu, à la fin on décidera, mais essayons de voir travaillons d'abord. Oui, travaillons d'abord et à la fin on décidera qui est le chef. Et là, je crois que ce qui est quand même assez fort, c'est que Béatrice de Montijo, elle n'a pas dit, alors qu'elle était élue, donc elle devient secrétaire générale adjointe, quelqu'un d'important, tout ça, elle n'a pas dit, c'est moi qui y vais. C'est évidemment pas Pierre Oliver, et tant pis pour Aulas, c'est moi qui y vais. Elle n'a pas du tout pris la grosse tête en disant, c'est moi qui suis les Républicains à Lyon. Elle continue à dire, moi je me rangerai derrière Aulas, comme j'ai toujours dit, et il n'y a aucun problème. C'est assez fort ça. Mais moi aussi, j'ai du mal à croire que Aulas tout d'un coup dise, tant pis, même si tout le monde ne me rallie pas, y compris Pierre Oliver, j'y vais. Même si Georges Képénékian ne me rallie pas, j'y vais. Et puis on fera une liste société civile. Je pense qu'il a très envie de le faire avec les partis et qu'il n'a pas du tout envie de se battre avec Georges Képénékian, Pierre Oliver et Béatrice de Montijo. Mais au final, ça veut dire que... on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On attendait la chute. Charchouka. N'oubliez pas Édouard Hoffmann aussi. C'est vrai, j'ai oublié Édouard Hoffmann. Oh là là, quelle erreur d'analyse. On conclut avec notre dernier sujet qui concerne ce rapport de 76 pages sorti cette semaine
sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, c'est son titre. Alors c'est un travail qui est assez dense, avec beaucoup de contextualisation historique, d'exemples issus d'autres pays, et puis une toute petite partie qui est consacrée à Lyon et à sa région. Il revient notamment sur Al-Kindi, cet établissement scolaire privé musulman de Dessine, qui pourrait fermer ses portes à la rentrée. Le rapport évoque une cinquantaine d'associations, de clubs, de mosquées en lien avec les frères musulmans dans le département. Puis il y a ces suspicions de connivence avec des élus à des fins électoralistes, même si aucun nom n'est cité. Alors Farid, est-ce que pour vous, l'entrisme religieux, l'influence des frères musulmans dans la métropole de Lyon est importante et est-ce que c'est un problème ? Les frères musulmans, l'entrisme, leur influence, elle n'existe que par la discrimination qui est subie par les musulmans ou les dits musulmans. C'est-à-dire c'est le fait qu'ils se sentent discriminés qui crée un attachement communautaire, clientéliste, tout ce que tu veux par rapport à ces gens-là. C'est quoi, c'est un repli C'est un repli communautaire. D'accord. Tu veux pas de moi, tu veux pas m'intégrer, donc je m'intègre dans ce que je pense qu'est ma communauté, qui eux me tendent les bras et m'acceptent. Et ceux qui sont potentiellement capables de les intégrer, c'est des gens qui sont structurés et qui ont une structuration politique à travers des associations comme Miligorus à Vénissieux, les frères musulmans. Je peux même pas citer une association de frères musulmans, ça n'existe pas. Il n'y a pas des mecs qui arrivent avec des t-shirts, je suis frère musulman. Ça n'existe pas, c'est un fantasme, une sorte de fantasme. Ils veulent croire que ça existe. Alors que structurellement, la seule organisation... C'est seulement un fantasme, Pas du l'organisation tout un existe. fantasme, oui. Ah non, c'est un fantasme où ça se porte frères musulmans. Non, c'est pas une association, il y a un président de frères musulmans. Non, c'est une organisation France, parallèle qui est structurée. Non. En France, c'est qui le président des Français, des frères musulmans? C'est une organisation secrète, précisément. Ils n'ont pas une d'où le fantasme. C'est une organisation secrète. Genre, on n'a pas la DGSC, la DGSI. On aurait le nom depuis 70 ans. Elle n'existe pas. C'est un fantasme. On est en train de se penser qu'il y a des ministres des frères musulmans qui sont dans des villes qui disent on va prendre la ville avec une main comme ça, comme Pif Gadget. Ça n'existe pas. C'est le fantasme pour faire gonfler. C'est l'extrême droite ou côté droite, Retailleau, qui veulent faire penser qu'il y a ce truc pour faire monter leurs électeurs. Regardez, on va lutter. L'extrême gauche joue là-dessus parce que ça les intéresse aussi, puisque ça fait venir à eux une population de jeunes de banlieue qui se sent pas aimés d'un côté. L'extrême droite joue là-dessus, l'extrême gauche joue là-dessus, ils se nourrissent l'un à l'autre, les deux sont contents, donc les deux partent dessus, ça tourne, islamophobie, méchants musulmans, hop, islamophobie, méchants musulmans, ça tourne, tout le monde se nourrit, ça n'existe pas. Le seul truc structuré en France de musulmans qui veulent plus ou moins prendre le pouvoir, on peut le retrouver dans des groupes comme Miligorus, on peut le retrouver dans des mini-groupes comme les musulmans de France. Tout le monde... Aujourd'hui, j'ai lu le Figaro, ça fait une semaine. Je lis le Figaro, Oh là là. Valeurs actuelles. Mais alors, Attention aux listes des musulmans de France. À Vénissieux, ils font 1,5%. Ils sont pas foutus de trouver 49 noms. ah bah voilà. Ça n'existe pas. Comme il est C'est du Lyon. fantasme. C'est du fantasme du quartier de Henné à Lyon, de petits groupes qui veulent penser qu'ils puissent exister. Ça les arrangerait. Hein. Ah vraiment, ils se sont dit, j'espère qu'ils existent. J'espère qu'il y a un ministre des frères musulmans en France qu'on puisse être un grand méchant pour se développer. Ça n'existe pas. C'est simplement un état de fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de communautarisme qui se monte dans les quartiers, qui est aidé souvent par des municipalités qui en profitent. On peut retrouver dans des associations, on va dire, avec un islam qui est un petit peu moyen, qu'on peut retrouver dans la ville de Vénissieux, qu'on peut retrouver à Vanvelin, qu'on peut retrouver à Saint-Fond, qu'on peut retrouver des associations qui se retrouvent du jour au lendemain arrosées au plus possible. Les élus de la ville de Vénissieux sont plus en Algérie aujourd'hui qu'en France. On les voit toute la journée en train de faire des voyages plus ou moins officiels, etc. Je ne suis pas vraiment d'accord, parce que là, on mélange des choses. Je crois profondément, et c'est étayé par des études, il y a des anthropologues du CNRS qui travaillent depuis 30 ans sur ces sujets. Je veux dire, c'est pas un sujet qui sort comme ça. C'est qui? C'est Mourad Sifaoui, les spécialistes? Parce que ceux-là, Florence moi aussi... Bergeau-Blaclair, par exemple. Mais elle n'y connaît rien. Elle n'y connaît rien. J'ai vu ses livres. 30 ans qu'elle travaille sur le sujet. Moi, j'habite Vénissieux, elle parle de Vénissieux, ça n'a D'accord, rien à voir. La femme, elle n'est jamais venue. Hein. Moi, Elle j'ai est jamais travaillé venue. dans suffisamment de collectivités locales pour savoir Mais oui. comment tout ça fonctionne. Oh là là. Il y a effectivement un certain nombre
associations qui ont un discours qui est de façade, mais qui fait du prosélytisme et qui va chercher à influencer. Le projet des frères musulmans, c'est vraiment un projet politique. C'est-à-dire qu'il y a une programmation de vouloir instaurer un État islamique qui soit... et qui ne va pas s'instaurer... qui va pas s'instaurer par la force du jour au lendemain, mais qui au contraire fait de l'entrisme, de l'influence, comme le font tout un tas d'autres organisations, sauf que là, c'est pour instaurer un projet politique, un islam politique en France. Et ça passe, évidemment, c'est jamais affiché de manière radicale, ça passe par un changement culturel, par des habitudes différentes. Comment ça se traduit dans les collectivités locales? Moi, je peux vous le dire, je côtoie suffisamment d'élus locaux, de maires qui sont confrontés à ces sujets. Ça se traduit à la cantine, quand vous avez des médecins qui font des prescriptions, des certificats, pas toujours, qui font des certificats médicaux, laissez-moi expliquer, qui font des certificats médicaux pour expliquer que les enfants sont allergiques à la viande. Il y a un élément dont on ne peut pas être allergique dans tout ce qui existe, c'est la viande. Ça n'existe pas, l'allergie à la viande. Vous pouvez être allergique à ce que vous voulez, mais pas à la viande. Donc ça se traduit de manière très concrète. Il y a des petits-enfants à l'école, à la cantine scolaire aujourd'hui, qui refusent de s'asseoir à la table. À aucun moment, je dis que ça n'existe pas. Des petits-enfants non musulmans mangent des choses avec du porc ou de la viande. Il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un président des frères musulmans qui le met en place. Mais non. Et le rapport, en tout cas, il a de ça d'intéressant, qu'il est extrêmement concis, extrêmement étayé. Il est extrêmement mal fait et c'est extrêmement faux sur qu'il a été construit avec des témoignages de dizaines et de dizaines de chercheurs d'université, de spécialistes, et qu'on ne peut pas l'enterrer et le mettre sous le tapis. Je suis désolée, quand on regarde le voilement des jeunes filles dans l'espace public, Farid, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il n'y a pas de problème. Il y a un phénomène qui saute aux yeux de tout le monde. Vous pouvez aller partout où vous voulez sur le territoire métropolitain et vous verrez que toutes ces jeunes filles qu'on ne voyait pas voilées jusque présent le sont aujourd'hui de plus en plus. Mais le sont pourquoi? C'est un repli communautaire. Mais le repli communautaire, il est animé par des gens. Il y a un projet derrière. Pour moi, il est animé par Bruno Retailleau. Pour moi, il est animé par Bruno Retailleau. Pour moi, il est animé par Marine Le Pen. Mais moi, je crois que c'est trop facile de se dire ça. Oui, mais c'est trop facile. Du coup, on ne fait rien. C'est facile. On discrimine toute une frange de la population. On les intègre pas. On ne peut pas expliquer que le lycée El-Kindi se comporte de manière normale en valorisant les symboles de la République. Absolument pas. Moi, si vous voulez me parler d'un lycée... Non, mais on parle d'un lycée qui est sur le territoire, pas de Stanislas qui est à Paris. Si vous voulez me parler d'un lycée, si vous voulez me parler d'un lycée pour moi qui est discriminant, qui est ségrégationniste, c'est le lycée Stanislas. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle du projet des frères musulmans dans les... C'est les lazaristes à Lyon, on peut y aller de partout. Non, si on veut parler à côté de... Les maristes et les lazaristes. Je ne connais pas un des deux avec un ist à la fin. Oui, voilà. Donc, si on prend au final, mais l'enseignement privé sous contrat est encadré. Mais non, on sera encadré quoi? Il y a un contrôle tous les 30 ans. Il y a des contrôles tout le temps, vous plaisantez. Oui, il y a des contrôles tout le temps sur les lycées musulmans. Mais attention, si on prend le nombre de contrôles sur les l'enseignement catholique aussi en France, Farid. On additionne le contrôle des lycées musulmans à Averroès et Al-Kindi, c'est équivaut à tous les contrôles de France de tous les lycées catholiques. Ah non, c'est pas moi qui le dis. Du coup, il n'y a pas de problème à Al-Kindi. Et pourquoi il n'y a pas de problème ailleurs? Il n'y a pas de problème à Al-Kindi. Non, il n'y a pas de problème à Al-Kindi. D'accord. Si on doit en parler, il n'y a pas de problème à Al-Kindi. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un livre dans un truc, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on doit créer Al-Kindi, justement, parce que des familles se sentent discriminées dans d'autres secteurs et qui sont obligés de se retrouver là-bas. Après, on se retrouve avec une population... Initialement, Farid, c'est pas ça le projet d'Al-Kindi. Mais je ne connais pas Al-Kindi. Moi, tout ce que j'ai... Ah bah voilà, c'est un problème. Et on prend le directeur d'Al-Kindi. Oui. Il est comme ça s'appelle. Il n'est pas adjoint à Saint-Étienne dans un gouvernement de droite. Ah oui, il est encore adjoint de Gaël Perdriau. Oui, il n'a pas démissionné. Mais il a été mis en place. Il était mis en place. Il était convoqué ce jour-là. Il était convoqué. Mais vous mélangez des trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire d'un côté, il peut pas. D'un côté, c'est une personne qui est super respectable pour intégrer une liste de droite, et d'un autre côté, c'est un quelqu'un qui est comme ça s'appelle, qui est ségrégationniste. C'est-à-dire qu'il faut choisir à un moment. On va laisser parler aussi Romain et Raphaël sur le sujet initial des frères musulmans et de l'implantation à Lyon. Le rapport, je l'ai lu un peu rapidement parce que vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer. Ça me paraît, pas aussi sérieux que ce que vous dites, Alexandra. Il y a des notes de bas de page, mais pas tant que ça. Il y a une bibliographie qui paraît un peu... Alors, ça a l'air d'être un extrait du vrai rapport. Oui, c'est un extrait. Et le coup effectivement, en région lyonnaise, il y a 50 associations.
on aimerait en savoir un peu plus sur cette espèce de réseau incroyable. On sait que Lyon, pardonnez-moi, Non, excusez-moi, je vous interromps, mais Lyon est quand même une base depuis très longtemps d'influence des frères musulmans. Ça date pas d'hier, ça remonte aux années 90. Et il y avait aussi Tariq Ramadan qui venait faire tout un tas de conférences, qui a été alimenté des associations locales. Il y a un historique à Lyon aussi. De ce contexte-là, d'influence et d'entrise dans un certain nombre d'associations culturelles, sportives. Donc c'est pas non plus un sujet qu'on découvre. Bon, là, si on dit... Alors effectivement, Tariq Ramadan, le petit-fils du fondateur des frères musulmans assassinés en 1949, bon... C'est Lyon, c'était très important. Ce qu'on sait de Tariq Ramadan, c'est l'histoire du viol au Sofitel, qui n'a pas été totalement jugé, tout ça. On peut pas dire, si on habite Lyon... Bah si, quand même. Non mais d'accord, mais là c'était là. Oui, c'était au Hilton. C'était au Hilton. Le viol, c'est au Hilton. Peu importe. Oh, pardon, au Sofitel. Si, c'est un peu ça, parce que, je veux dire, s'il y a vraiment une présence des frères musulmans à Lyon... Il y a une influence qui date pas d'hier. Alors moi, je serais d'accord avec Farid dans ce cas-là, c'est que nous, il faut reconnaître qu'on n'a rien vu, quoi. Cette influence, cette organisation secrète qui parce que islamise la vous société. n'êtes pas confronté, mais quand vous travaillez dans les collectivités locales, les maires aujourd'hui le sont sur des sujets très concrets. La natation, regardez la natation, le nombre de petites filles qui ne vont plus au collège, qui ne vont plus faire les cours de piscine. C'est le ministre des frères musulmans qui a dit ça ? Faut pas aller à la piscine? Non mais Farid, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un problème. C'est des parents qui sont ségrégés dans des quartiers. Donc mais en quoi la ségrégation dans les quartiers ferait que leurs petites filles elles peuvent pas aller faire au cours de natation? C'est bien qu'il y a un problème sur la vision. S'il vous plaît, si vous permettez, Raphaël. Après, factuellement, le rapport parle d'une cinquantaine d'associations proches des frères musulmans dans l'agglomération lyonnaise. Là-dessus, il y a clairement un fantasme. C'est-à-dire que si on compte 50 associations, on compte peut-être des gens qui, à un moment donné, ont été formés par les frères musulmans, on peut avoir une structuration idéologique autour de ce mouvement-là, mais qui, aujourd'hui, défendent un islam qui est parfaitement intégré en France et en tout cas à l'agglomération. C'est-à-dire que je nie pas qu'il y ait eu des volontés très politiques à un moment donné d'instrumentaliser, ça a été l'histoire du voile en France dans les années 80, que derrière il y a eu des gens qui aient eu un agenda politique pour aller instrumentaliser ces affaires. Et évidemment que c'est des choses qui arrivent. Mais quand on parle d'une cinquantaine d'associations, on a l'impression qu'effectivement il y a une organisation secrète qui dirige quasiment toutes les organisations musulmanes de l'agglomération. Non, la réalité c'est que peut-être que dans les dirigeants de ces mosquées ou de ces associations, il y a des gens qui ont un parcours qui commencent dans des mouvements un peu radicaux, mais qui, progressivement, se sont formés intellectuellement. Et on assiste à leur prêche, on voit bien comment ça se passe dans la ville. Ça se passe bien. On a reçu le père Delorme. Parce qu'ils virent aussi ceux pour lesquels ça ne se passe pas bien. Oui, puis ils tiennent un discours qui est totalement républicain, ils poussent à l'intégration aussi. Enfin, on a quand même, on a reçu le père Delorme qui est un fin observateur. Oui, mais qui est un fin observateur de la présence des musulmans dans l'agglomération. Il disait, si on compte le nombre de gens qui ont des ascendants musulmans, qui ont été de culture musulmane dans l'agglomération, mais des gens qui peuvent être athées, mais de culture chrétienne, on va arriver à pas loin d'un quart de la population. Non, mais précisément parce qu'on ne fait pas d'amalgame. Enfin, ne faisons pas d'amalgame. C'est pas le sujet. Mais qui vont parce se que retrouver... l'angélisme de ce plateau non, mais quand on parle d'une cinquantaine d'associations, on va parler de mosquées à Villeurbanne, par exemple, ou qui vont être des points de rassemblement pour moi, je vous parle de trucs concrets. Le nombre de femmes aujourd'hui qui, dans les hôpitaux, ne veulent plus être soignées par un homme. Le nombre de jeunes filles qui ne veulent plus aller à la piscine pour ne pas partager le bassin en maillot de bain avec leurs petits camarades. Le nombre d'enfants qui sont exclus de la cantine scolaire parce qu'ils ont des attestations médicales qui sont pour le moins douteuses. Le voilement des jeunes femmes dans l'espace public, tout ça, c'est des indicateurs qui doivent nous alerter. Je suis navrée. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur les raisons qui font que ça se traduit comme ça. La question, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et donc, dans le rapport, c'est la première fois qu'au moins, et je ne suis pas d'accord sur la qualité du rapport, je vais citer un nombre. Il est étayé. Est-ce qu'on considère... Et c'est des services de renseignement qui sont à la manœuvre pour le... La vraie question, c'est sur qui on s'appuie pour faire société. Oui. Est-ce que des gens comme Asdin Ghassi à Villeurbanne, on considère que c'est un frère musulman qui a un agenda caché, ou au contraire, on considère que c'est un allié
de la République. Mais c'est pas ça que dit le Bah, rapport. Bah si, en fait, c'est ça. Le Parce que rapport, quand on- il dit Quand on attention. cite 50 associations qui sont sous l'influence des frères il y a des- musulmans, bah oui, il y a et ben, des en fait, choses- on va inclure des gens comme Azim Gassi, dont je suis désolé, tout ce qu'on voit de son parcours dans l'agglomération, au contraire, c'est un allié de la République. On ne peut pas présenter aujourd'hui comme quelqu'un qui aurait un agenda caché, au contraire. Et en fait, il y a beaucoup de gens en fait, qui mais vous pouvez qui à dans la tête l'agglomération. d'association et à l'intérieur de votre association avoir des gens qui manœuvrent dans un sens ou dans un autre. Mais comme C'est- dans n'importe le rapport ne dit comme pas- dans ne n'importe dit quelle pas religion, qu'il y a, n'importe quelle association, n'importe c'est quelle une église. structure justement très Oui, mais organisée. Au contraire, c'est un. c'est de Quand l'entrisme. on parle des frères musulmans, on fait souvent avec un agenda politique. C'est Sarkozy à un moment donné qui l'a fait. Hein. À un moment donné, on va s'appuyer sur l'UOIF pour organiser le culte en France. Lui, son agenda, Sarkozy, c'était sans doute de se dire, en fait, les musulmans votent à gauche globalement. Alors que si je pousse un peu les conservateurs, ils basculeront peut-être plus à droite. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, maintenant, les frères musulmans sur qui on s'appuyait il y a 20 ans deviendraient le diable. Parce que les exemples que je vous ai démontrés, donc il n'y a pas de problème. Non, mais mais l'histoire des petites filles, tout ça, vous nous dites ça, on vous croit, mais si l'ampleur vous dites les indicateurs sont au rouge, on dit, il faut qu'on ait des trucs un peu Allez plus dans les grands. écoles. Non, mais je ne vais pas aller dans les piscines, on regarder les petites filles, ça va être un drame, ça. Après, si on arrête là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec Alexandra. Ah bon Mais bien sûr qu'on est en train de tirer là-dessus. Mais on n'est pas d'accord sur les mêmes raisons. C'est-à-dire, elle tirer pense là-dessus. qu'il y a le ministre des frères musulmans qui leur dit de ne pas se mettre Moi, en je même ne bas. pense pas. Je me base sur les faits universitaires des gens qui sont. Avec des universitaires qui connaissent rien. Ouais, les universitaires. D'accord. Ouais, ça, on peut en parler des D'accord, les universitaires. enfin, Ouais. oui, les D'accord. mais Les j'ai services appris, des renseignements généraux, je Maintenant, pense qu'ils sont une à chose- peu près. Une Comme chose, en fait, qu'on se base pas sur La ces vraie question, services-là. quand on parle du voile, par exemple, dans le milieu du travail, c'est quelle est la bonne réponse? Est-ce que la stigmatisation et la discrimination va renforcer en fait ce repli communautariste? Est-ce que la bonne réponse, c'est pas au contraire la République, l'ouverture? Donc après, c'est sur qui on s'appuie, qui sont des alliés dans cette bataille-là. Moi, je rappelle quand même que je partage. le voile islamiste, là, ce dont on parle, c'est quand même, on couvre l'intégralité plus possible de son corps pour se masquer aux yeux des hommes. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un projet Ah non, mais qui a des incidences très fortes. L'agenda des faire comme si religions, c'était rien. de manière générale, quand on Oui, mais là, on regarde parle en particulier. Oui, on mais, n'est pas sur oui, le mais général. excusez-moi, C'est je parle de la pareil pour République tous de les manière autres. générale, du sectarisme de manière générale. Globalement, vis-à-vis des couples homosexuels, ils sont quand même pas très progressistes, que ce soit des chrétiens, Moi, je des vous juifs, parle des des femmes, musulmans. là, je vous parle de, Oui, mais de la sur- place des sur la femmes. place des dans- femmes, dans l'espace Sur la place des public. femmes, c'est pas top dans la plupart des religions non plus. Donc Enfin, là, c'est pas l'agenda. top en ce moment dans l'espace public. Le nombre de Oui. voilements est quand même assez alertant. Mais est-ce que Ouais, mais c'est vous quoi la pensez, solution est-ce que C'est vous la pensez solution, que c'est ça, la c'est discrimination que systématique va être une pas réponse? Pas tous en même temps. C'est ça. Est-ce qu'on Qui doit s'attaquer au n'existe pas, ministre c'est Il vous n'existe qui le pas. dites. Bah, alors là, il est où le L'organisation nom et la structuration Il est où politique, le elle nom existe. Et je voudrais vous bien voyez savoir. Je voudrais bien se Et connaître. lisons le même. rapport en J'ai entier lu le déjà. rapport en Vous avez lu entier. un extrait. Non, Il n'est pas paru. Alors, Personne ne l'a. 76 pages. C'est extrêmement C'était déjà dangereux. long. C'est extrêmement dangereux Il y a eu quand même que l'État français, Conseil au plus haut que niveau l'État de l'État. français est au courant Eh ben, qu'il y a un danger pour la France à travers des ministres, des présidents de frères musulmans, de députés de frères musulmans qui sont en France et qu'on nous protège pas en nous les citant. Mais moi, je suis en panique aujourd'hui. C'est Je la suis en train de me raison dire, pour laquelle je vais Macron a peut-être demandé à ce sortir. qu'il soit Moi, j'habite à publié. Vénissieux. Je vais peut-être me retrouver dans un lieu comme ça s'appelle, qui est quand même considéré comme un berceau de l'islamisme en France, et je vais peut-être me faire attaquer par une armée des frères musulmans que je n'ai jamais C'est rencontré, pas mais ce ça qui n'existe dit. pas. Il y a Là, c'est peut-être un vous maire qui des frères musulmans à c'est vous Vénissieux. qui faites une caricature et c'est pas C'est honnête ce qui que qui vous êtes paye en les train de faire. associations C'est qui paye ces associations? Parce que si on doit reprendre les 80 associations, on se rendra compte que les 80 associations ont des financements publics. Je suis Oui, désolé. précisément, Je suis désolé. mais ça veut pas dire Donc, que- pour mais moi, c'est- et les alors financeurs des frères musulmans ou des trucs comme ça, Ouais. c'est l'État français aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a des mosquées qu'on ben, a c'est trouvées peut-être- salafistes. Eh ben oui, mais c'est un les- problème. Les deux Allez. mosquées qui ont été rasées à Vénissieux parce qu'elles étaient considérées comme salafistes, elles étaient dans des locaux municipaux. Qu'on arrête là-dessus. C'est le président des frères musulmans, pour moi aujourd'hui, c'est Macron. On arrête complètement. C'est Mais eux il les peut- financeurs des mosquées. Il etc. ne peut plus se représenter, donc il faudra trouver Et quelqu'un on d'autre. s'arrête là parce que je vous ai laissé un quart d'heure de plus. Ah oui, on là, aurait c'était pu long. évoquer plein d'autres choses aussi, le soft power du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Mais c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmag.com et on se dit à la semaine prochaine.